Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur de l'Avent, président du groupe Les Républicains au Sénat. Le Sénat qui a voté hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, mais un texte modifié par les sénateurs sur plusieurs points. On va y revenir. Est-ce que vous pensez qu'un compromis est possible entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui examine le texte à partir d'aujourd'hui? Écoutez, je le souhaite, hein. Moi, j'ai toujours dit que la ligne que nous nous étions donnée, le groupe LR ici au Sénat, depuis le départ de cette crise, et jamais nous sommes extraits de cette ligne, c'était à la fois de l'exigence, parce qu'on relaie la préoccupation des Français, parce qu'il y a une exigence démocratique, bien sûr, même au cœur de cet état d'urgence sanitaire, mais aussi il y a de la bienveillance. En clair, on veut donner les moyens au gouvernement de pouvoir lutter contre cette terrible pandémie. Moi, je pense que si le gouvernement respecte le travail du Sénat, et Dieu sait si le travail n'a pas été facile, on a eu quelques heures pour travailler un texte qui est un texte un peu compliqué. Donc j'espère qu'il y aura cette écoute attentive des députés. En tout cas, je veux le croire parce que je crois que les Français attendent de nous, non pas une union nationale, mais une forme de responsabilité commune pour lutter contre le virus. Un des points qui a fait débat, c'est ce fameux article 6 sur ce système d'information mis en place pour retracer les chaînes de contamination. Le Sénat qui a mis 6 garanties pour ce fichier d'information. Est-ce que si ces 6 garanties ne figurent pas dans le texte final sorti de l'Assemblée nationale, vous dites qu'il n'y aura pas d'accord? Alors, je veux simplement dire de quoi il s'agit parce que l'article 6, je suis pas sûr que ça exprime beaucoup de choses pour beaucoup de nos auditeurs, des téléspectateurs. C'est ce qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse tracer les gens qui auraient pu être contaminés. Moi, c'est ce que je reproche d'ailleurs depuis le départ de cette crise au gouvernement. Le gouvernement a eu une stratégie uniquement passive qui consiste à mettre la France sous cloche, c'est-à-dire que on a confiné, on a interdit que les gens sortent, ou pratiquement, si ce n'est 1 heure par jour. Il aurait fallu qu'en même temps, on puisse généraliser le port du masque, mais aussi dépister, et surtout dépister, tracer et isoler les gens qui pourraient être contaminés. Parce qu'on ne lutte contre une épidémie en cassant évidemment les reins de ce virus, en cassant les chaînes de contamination. Et pour ça, il faut être capable de repérer toute la chaîne de contamination. Quand quelqu'un a le virus, il va le propager, si j'ose dire très vite. Et l'article 6, c'est un article qui va permettre au gouvernement, avec ces fameuses brigades de surveillance épidémiologique, à partir d'un cas qui a été constaté, de voir toute la chaîne de contact que cette personne aura eue et qu'il aura pu contaminer. C'est ça l'article 6. Et du coup, le Sénat soutient cet article, mais avec des garanties, notamment pour encadrer les libertés individuelles, pour encadrer l'anonymat, pour garantir l'indépendance du système. Et donc, d'où ma question, est-ce que si le gouvernement ne reprend pas les 6 garanties posées par le Sénat, vous dites qu'il n'y aura pas d'accord sur ce texte, et particulièrement sur ce point? C'est très clair que nous sommes très très attachés aux garanties que nous avons voulu intégrer dans l'article 6 parce qu'on a essayé, c'est vraiment le travail du Sénat, c'est un petit peu notre métier ici dans cette haute assemblée où on essaie de garantir les libertés publiques. Donc là, on est typiquement exactement, mais avec des termes un peu différents, comme on l'était au moment des attentats où il avait fallu prendre un certain nombre de dispositions qui pouvaient contraindre les libertés publiques. Voilà, parce qu'il y avait des renseignements à aller chercher pour prévenir les attaques terroristes. Là, en réalité, on doit tracer, on doit constituer une base de données qui va nous permettre justement de voir cette chaîne de contamination. Donc il y a les libertés publiques et puis il y a la santé publique, il y a des morts en face. Donc attention à ce que l'on fait. Donc oui, les plus importantes pour moi, c'est par exemple d'exclure que le gouvernement, par ordonnance, puisse régler ce genre de problème. Non, on ne peut pas déléguer la faculté de légiférer pour l'exécutif sur des points aussi importants. On veut aussi absolument une sorte d'organisme de contrôle indépendant du gouvernement. C'est trop grave. Voilà, on a un certain nombre de garanties auxquelles nous tenons et j'espère vraiment que l'Assemblée en tiendra compte. Sinon, il ne pourra pas y avoir d'accord en commission mixte paritaire et je pense que ce serait pour les Français un mauvais signal. Sur le sujet du traçage, il y a l'application Stop Covid qui sera opérationnelle dès le 2 juin. C'est ce qu'a dit hier Cédrico. Il y aura un débat au Parlement spécifique sur le sujet. Le Premier ministre s'y est engagé. Est-ce que vous soutiendrez cette application? Écoutez, ça fait près d'un mois que j'ai envoyé une lettre solennelle au président de la République. Moi, je me suis passionné
pour les questions de numérique pendant une dizaine d'années ici au Sénat. J'en avais fait une de mes spécialités. J'avais dit au président de la République, on peut tout à fait concevoir une application numérique pour aider au traçage parce que quand vous êtes par exemple à Paris dans une rame de métro, vous ne connaissez pas les gens que vous allez plus contaminés. Donc, il faut que votre téléphone puisse les repérer. Mais j'avais dit au président de la République, il faut des garanties. J'en avais demandé 4. Un, qu'elle soit temporaire, cette application, anonymisée, sur la base du volontariat, qu'il y ait là encore une commission, une instance de contrôle, et qu'on ait un code source ouvert, en open source, comme disent les, les gens qui sont un peu férus de numérique. Donc, si ces conditions sont remplies, moi, je pense qu'on aurait bien tort de se priver de ces nouveaux moyens de communication, de ces nouveaux moyens qui permettent justement des systèmes d'alerte. Là, encore une fois, de quoi parlons-nous? Il y a des morts. Il y aura sans doute plus de 30 000 morts en France. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, alors qu'on est au XXIe siècle, se priver de ces nouvelles technologies? Alors, évidemment, il faut faire très, très attention aux libertés publiques. J'ai indiqué hier pendant la discussion, en citant l'exemple de Google, qui avait envoyé un rapport de géolocalisation à 131 pays sur la planète. Et Google sait exactement, par exemple, les mouvements de population dans les pharmacies. Il est capable de renseigner les informations sur la fréquentation des parcs, sur la fréquentation des commerces alimentaires. Bref, Google, les GAFAM ont les données que l'État français ne possède même pas. Voilà. Donc là aussi se joue une forme de souveraineté, d'indépendance numérique, mais ça sera compliqué parce qu'on sait très bien que les GAFAM, là aussi, aimeraient s'introduire dans ces données un peu personnelles par ce biais des nouvelles applications de type sanitaire. Mais justement, entre ce système d'information, ces brigades, cette application Stop Covid, est-ce qu'on ne va pas trop vers une société de surveillance? Justement, c'est à nous de la limiter. C'est exactement le travail que nous faisions. Si j'ai cité la question du terrorisme, c'est parce qu'il y avait eu un grand débat aussi au moment de l'état d'urgence, qui n'était pas l'état d'urgence sanitaire, qui était l'état d'urgence de sécurité contre le terrorisme. Est-ce qu'il fallait déployer les moyens dont on dispose pour intercepter les communications, par exemple, des terroristes et pour pouvoir prévenir des attentats? Voilà, c'est typiquement ce genre de questions auxquelles on est confronté. Alors, les attentats ont fait quelques centaines de morts. Là, on a quelques milliers de morts. On pourrait en avoir encore plus. Donc, encore une fois, n'abdiquons pas sur nos libertés. Moi, je pense qu'on peut parfaitement rendre conciliables ces garanties démocratiques en termes de liberté, y compris privée, individuelle, et en même temps la lutte commune que nous devons mener sans répit pour éradiquer ce virus. Autre sujet contenu dans le texte voté hier par le Sénat, c'est le Sénat qui a, à une rare unanimité, hein, il faut le dire, introduit une meilleure protection des maires et des dirigeants, visant à les exonérer de toute responsabilité pénale en cas de contamination, s'ils ont pris les mesures nécessaires. Le gouvernement s'y est opposé. Comment vous comprenez cette position? Je la comprends pas. Absolument incompréhensible, puisque 2 heures avant, Édouard Philippe nous avait indiqué solennellement qu'il revenait au Parlement de prendre les dispositions, soit par l'intermédiaire d'un amendement, soit par l'intermédiaire d'une proposition de loi, pour traiter le problème de la responsabilité. 2 heures après, ils font l'inverse. Ils sont vraiment perdus, mais ça illustre, vous savez, ce couac-là illustre tant d'autres couacs. Une gestion de crise qui a été, c'est moi qui avais utilisé l'adjectif chaotique. Depuis le départ, les Français s'en sont rendus compte. Et aujourd'hui, où en est-on? Eh bien, euh, partout en Europe, les Français sont le peuple le plus sceptique vis-à-vis de la façon qu'ont ces gouvernants de mener la lutte contre cette épidémie. Il y a une perte de confiance qui vient du fait qu'on a eu une mauvaise gestion en réalité de la crise depuis le départ. Est-ce que vous craignez que cette mesure votée par le Sénat soit vécue, comme certains, par de l'auto-amnistie de la part des élus? C'est notamment le terme employé par Marine Le Pen. Oui, alors d'abord, pour qu'il y ait une amnistie, il faut qu'il y ait une condamnation. On n'en est pas là. Ensuite, on n'a pas du tout exonéré, par exemple, l'État, les ministres. On a laissé les choses vraiment telles qu'elles sont aujourd'hui. Et tous ceux qui ont des pouvoirs, justement, notamment que leur donne le Code de la sécurité de la santé publique dans le cadre de l'état d'urgence, leur situation en termes de responsabilité, notamment pénale, reste exactement la même. Le Sénat n'a rien modifié. De même qu'un maire, un chef d'entreprise, un directeur d'école, s'il commet une faute intentionnelle, il sera responsable et sanctionné. De même que s'il commet une faute manifestement délibérée et s'il ignore un certain nombre de conditions de prudence, de sécurité, il sera sanctionné. Nous, notre amendement, qu'est-ce qu'il vise? Il vise simplement, quand l'État
va donner des injonctions, un protocole sanitaire, par exemple, pour l'ouverture des écoles. Mais les maires, ils y sont pour rien. Ça leur tombe sur la tête. Si demain, il y a un enfant qui est contaminé, alors que eux ont fait tout leur possible, ça serait quand même terrible qu'il soit, si j'ose dire, déféré devant la justice, qu'il soit devant la barre des tribunaux pour des choses qu'ils n'ont absolument pas choisies, si ce n'est qu'ils ont appliqué un certain nombre de consignes, là encore décidées par d'autres qu'eux. Voilà, je crois qu'on a un climat de confiance. Je crois que le déconfinement, je crois que la vie ne reprendra ses droits que si la confiance revient. La confiance, elle est altérée. Elle était altérée par cette gestion chaotique de la crise. Il faut absolument qu'elle revienne. Et la confiance, que ce soit pour l'ouverture des écoles, que ce soit aussi pour nos entreprises, notamment dans les PME, dans le secteur artisanal, agricole ou autre, c'est pas une question de milliards d'euros, c'est une question de règles claires. Voilà. Personne ne doit être condamné s'il il a accompli les bons gestes, s'il a pris les bonnes décisions en matière sanitaire. Voilà, et je pense qu'on a voulu simplement rappeler que de ce point de vue-là, on doit recréer ce climat de confiance. Justement, cette ouverture des écoles dont vous parlez, c'est ce qui inquiète principalement les maires à l'approche de ce 11 mai. Est-ce que vous dites aux maires il est plus sage de ne pas les rouvrir, ces écoles? Non, non, je pense que notamment, il y a pratiquement les 2 tiers de la France où il y a des départements qui sont en vert. Donc on doit pouvoir les ouvrir. Et dans d'autres départements, je crois que là encore, il faut essayer de faire les choses avec bon sens. J'observe quand même qu'il y a par rapport au modèle de déconfinement qu'on peut observer, que l'on peut comparer entre les autres pays européens, deux singularités françaises. La première singularité, c'est que nous, on commence par les petits. Les autres commencent plutôt par les plus grands. Moi, je pense qu'il aurait sans doute mieux valu commencer par les plus grands avec des masques, etc., parce que les mesures barrières sont plus faciles à faire adopter par les adolescents, en tout cas par des jeunes qui sont plus responsables. Et la deuxième singularité, c'est le volontariat. Je pense que le volontariat, on voit bien que le président de la République, là aussi, il y a une contradiction. Il a indiqué qu'il voulait faciliter le retour à l'école pour des enfants de familles les plus modestes ou qui avaient des problèmes parce qu'ils arrivaient difficilement à poursuivre leurs études chez eux. Mais on sait par ailleurs que justement, le volontariat va décourager les enfants de ces familles-là. C'est une contradiction. Est-ce que vous dites que pendant cette période de déconfinement, l'État fait peser trop de responsabilités sur les élus locaux? Ce que j'ai contesté, voyez, c'est que, d'où d'ailleurs notre démarche pour cadrer la responsabilité des élus, des chefs d'entreprise, mais aussi des directeurs d'école, c'est que ces protocoles sanitaires, le protocole qui a été fait, élaboré par l'administration parisienne de l'éducation nationale, il fait des dizaines et des dizaines de pages, de 63 dans un premier temps à 54 pages. Ça, c'est des prétextes à la mise en cause de la responsabilité des maires. C'est-à-dire que c'est l'administration centrale qui ouvre le parapluie tout grand et qui dit aux maires, débrouillez-vous. Comment voulez-vous, dans des écoles anciennes où vous avez des couloirs qu'on ne va pas pouvoir, si j'ose dire, modifier, faire respecter un certain nombre de prescriptions qu'édicte Paris sans considération justement pour la situation de terrain? C'est impossible, c'est impossible. Idem pour les entreprises. Vous savez que beaucoup de branches avaient discuté des règles de bonne conduite avec les syndicats, des guides sanitaires. Et puis dimanche, ils reçoivent du ministère du Travail, dans leur boîte mail, un nouveau protocole sanitaire. Cette façon de procéder d'un État hyper centralisé, très jacobin et très parisien, où on impose d'abord, on décide, on impose, et on discute après, ça, c'est le temps d'avance, c'est pas possible. On peut pas agir de cette façon-là. C'est une forme effectivement de défausse qu'a l'État sur d'autres acteurs que lui, les acteurs notamment de terrain, les maires, les chefs d'entreprise, les directeurs d'école ou autres. C'est pour ça qu'encore une fois, on a voulu remettre l'église au milieu du village, redire un peu quelles étaient les règles de responsabilité. Il y a un sujet qui inquiète les Français, c'est la question des masques. Il y a eu un petit accrochage hier en séance entre vous et le ministre Olivier Véran. Est-ce que sur cette question des masques, il y a eu un mensonge de la part de l'État, selon vous? Bien sûr, mais non, là où j'ai failli perdre mon calme en séance, c'est quand j'ai vu Olivier Véran dire qu'il n'y avait pas eu de problème, qu'il y avait une gestion des masques extraordinairement bien faite. Non, mais franchement, ce qui se moque-t-on? Voilà, je lui ai dit d'ailleurs, je crois que c'est ce comportement qui a conduit les Français à avoir une défiance vis-à-vis de cette parole publique. Il aurait simplement fallu dire, écoutez, voilà, il y a eu un problème, on est en pénurie, il va falloir qu'on s'organise différemment.
Voilà, c'est ce que je reproche. Écoutez, on a d'abord dit aux Français, les masques, c'est inutile. On leur a dit après, les masques, vous n'êtes pas capable de les mettre correctement, donc les mettez pas du tout. Et maintenant, on va les verbaliser parce que le masque va devenir obligatoire dans les transports publics. C'est une bonne chose, mais vous vous rendez compte de ces ordres et contre-ordres, de ces contradictions? Comment voulez-vous que les Français ensuite puissent s'y retrouver d'une part, et comment voulez-vous qu'on puisse être efficace dans la lutte de cette pandémie? Voilà, on sait parfaitement. Il y a des journaux qui ont titré, voilà, fiasco sur les masques, fiasco sur les tests. On a enchaîné des fiascos. C'est ça la réalité. Et au moment où je vous parle, la France est quatrième ex aequo avec l'Espagne en matière de mortalité au niveau mondial. Au moment où je vous parle, dans le classement international du coronavirus Worldometer, on était hier soir au 52e rang. Vous vous rendez compte en termes de dépistage? Est-ce qu'on peut se satisfaire, hein, d'être le quatrième pays en termes de mortalité, 52e pays en termes de dépistage? Voilà. Et si on a confiné aussi strictement en France, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. Voilà. Si on avait vu des masques, il y a encore une étude qui est parue ces derniers jours qui montre que finalement le port du masque était sans doute plus efficace individuellement qu'un confinement généralisé qui va avoir des conséquences bien sûr économiques énormes, mais aussi sanitaires, parce que beaucoup de malades ne sont pas allés chez leur médecin, ne sont pas allés aux urgences. Par exemple, chez les médecins de ville, chez les généralistes, il y a un effondrement de 40% dans les cabinets, dans les consultations. Donc les conséquences, les dommages collatéraux du confinement sont incommensurables. Justement, il y aura une commission d'enquête au Sénat sur la gestion de cette crise, hein. Hier, à votre place, le président du groupe socialiste, Patrick Kanner, disait souhaiter qu'elle démarre le plus tôt possible, fin mai, début juin. Est-ce que c'est aussi votre avis? Vous suivrez ce calendrier? Bah, il faut quand même qu'on ait le temps comment dirais-je, de la créer, puisque c'est une commission d'enquête qui va être portée par l'ensemble de notre institution. C'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui va déposer une résolution qui sera votée en séance. Et je pense que c'est important parce que c'est un beau signal. C'est pas un groupe politique, un parti politique qui est à l'origine de cette commission d'enquête au Sénat. C'est l'ensemble des groupes, voilà, unanimement. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, que ce soit en début juin, en mi-juin, peu m'importe en réalité. Vous savez que le Sénat, on l'a montré au moment de l'affaire Benalla. Regardez l'Assemblée, en 8 jours, cette commission d'enquête a volé en éclats. Pourquoi? Parce que l'exécutif ne voulait pas de la commission d'enquête au Sénat, pardon, à l'Assemblée nationale, tandis que le Sénat est une assemblée totalement indépendante de l'exécutif. Il y a une vraie séparation des pouvoirs et ce rôle d'équilibre démocratique, il est très important. Donc nous allons être amenés à travailler de façon très indépendante, sans esprit de règlement de compte, mais pour faire en sorte qu'on tire vraiment toutes les leçons et que pour l'épidémie qui viendra demain, parce qu'il y en aura d'autres, eh bien la France y soit mieux préparée. Un mot sur ce qu'a dit Édouard Philippe au Sénat. Édouard Philippe qui a ouvert la porte à une reprise des cultes dès le 29 mai. Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose? Ben, moi, en tout cas, moi j'avais trouvé incroyable que on puisse ouvrir, par exemple, les transports publics, le métro, beaucoup d'autres commerces, et que on dise non, non, bah, les cultes, les cérémonies, c'est pour demain. C'est-à-dire que ici, dans cette société très très matérialiste, la liberté de consommer, la liberté de produire est supérieure à la liberté des cultes. Bah non, non, voilà, je pense que c'est pas plus dangereuse une cérémonie dans une église, une mosquée, une synagogue que de rentrer dans une rame de métro quand il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il faut là aussi un certain nombre de règles sanitaires. Donc, tout ça exprime quand même une méconnaissance des besoins aussi, des aspirations spirituelles d'une partie des Français, peut-être et sans doute pas la majorité, mais cette aspiration au spirituel, à quelque chose qui est immatériel, c'est peut-être aussi ce qu'ont découvert un certain nombre de Français pendant cette période difficile. Et moi, vous voyez, ce qui m'a beaucoup taraudé, c'est toutes ces personnes qui sont mortes, notamment dans les EHPAD, et qui sont mortes seules. C'est ces familles qui ont été privées de vraies cérémonies pour accompagner leurs morts. Vous savez que le rite funéraire, c'est le début de la civilisation. On date les débuts de la civilisation à partir du moment où les civilisations ont conçu des rites funéraires. Et moi, ça m'a, comment dirais-je, ça m'a taraudé. C'est quelque chose que j'ai éprouvé au fond de moi, avec beaucoup de compassion pour ceux qui sont partis dans la solitude et pour ces familles dont les proches, justement, étaient partis dans ces conditions et qu'elles-mêmes n'avaient pas pu les accompagner jusqu'au dernier instant, y compris d'ailleurs jusqu'au moment de leur inhumation.
Un mot pour finir, Bruno Retailleau, sur votre département de la Vendée, Emmanuel Macron qui doit faire des propositions pour le monde de la culture aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impact de cette crise pour le secteur culturel et touristique également dans votre département de la Vendée? Non, mais cette crise est énorme. Cette crise est énorme. Elle va faire 1, 2 millions de chômeurs, peut-être plus. On va perdre énormément en termes de richesse nationale. Je crois qu'on sera sans doute à moins 10% de croissance, moins 10% de déficit, une dette qui sera totalement astronomique. Vous savez, la dernière crise, on avait mis pratiquement 5 années pour retrouver le niveau de richesse d'avant. Mais là, on pourra sans doute prendre une décennie. Et si on ne prend pas les bonnes décisions, et je pense, et je proposerai, moi, avec mon groupe, dans les prochaines semaines, au mois de juin, un plan de rebond, un nouveau départ. On peut pas, j'ai entendu Bruno Le Maire, le gouvernement, dire que ça sera au mois de septembre, octobre. Non, c'est maintenant. On a déjà eu un temps de retard sur le traitement de la crise sanitaire. Il ne faut pas un temps de retard, il ne faut pas l'ajouter un temps de retard sur le rebond économique. Évidemment, au niveau culturel, au niveau touristique, le département de la Vendée va être beaucoup touché. Pourquoi? Parce que bien après le 11 mai, il y a des activités qui ne pourront pas rouvrir. J'espère qu'ils pourront rouvrir, mais c'est énorme. J'ai fait passer, moi, au Sénat, dans le deuxième collectif budgétaire, cette règle qui permet, notamment pour la culture, les activités culturelles, aux collectivités de donner les subventions qui étaient prévues, même lorsque les festivals ne se déroulaient pas, pour essayer de les soutenir. Mais il va falloir aussi, et on le sait bien, que le gouvernement ne se contente pas de réchelonner des dettes fiscales et sociales, de les reporter, mais il va falloir qu'on les annule purement et simplement. Vaut mieux annuler l'impôt d'aujourd'hui pour que demain, on puisse percevoir un impôt futur, parce que sinon, ce sera des faillites généralisées. Merci beaucoup. Merci Bruno Retailleau d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.